fauteuils sont un peu trop confortables, à mon avis, c'est déjà un petit risque, mais bon. Je me présente, je suis Guy Kécut et je suis vraiment très content, heureux de vous accueillir dans ce magnifique auditorium de Metz Congrès à Robert Schuman. Vous l'entendez, j'ai la voix un peu enrouée. Pour un animateur, c'est juste un comble, mais on va s'en sortir grâce à la technique. Merci à nos amis de la régie de nous aider par rapport à ça. J'espère que vous avez démarré très positivement ce GEN 2018 Metz Métropole, qui est parti sur des chapeaux de roue avec du pitch très dynamique ce matin, un espace de conférence rempli, Monsieur Alexandre ce matin, et puis plein d'autres stands à visiter tout au long de ces 2 journées. On a peu de temps, hein, on va être frustré, donc je préfère annoncer la couleur. On n'aura pas fait le tour de toute la question, l'Europe numérique au féminin, quels défis et quelles perspectives. On pourrait faire un colloque de 8 heures par rapport à ça. Mais j'ai la chance d'avoir à mes côtés 3 invités d'honneur et malheureusement, je dois aussi vous annoncer un désistement vraiment de très dernière minute. Je dis très dernière minute parce que c'était cette nuit et on a un peu bossé tous pour qu'on puisse se réorganiser pour que ce débat ait évidemment de la teneur, mais qu'on ait quand même la présence de Madame Maria Gabriel, qui est notre commissaire européenne dite au numérique et à laquelle je vais tout de suite passer la parole avant de vous présenter nos 3 invités qui vont ensuite débattre avec moi sur le sujet que je viens d'évoquer. On passe tout de suite la vidéo et ensuite on discute. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du Grand Est numérique pour l'opportunité qui m'a été donnée de participer et discuter avec vous tous. De suite après, je voudrais vous dire à quel point je regrette qu'un changement de dernière minute a eu lieu dans mon programme et qui m'oblige à me rendre sur Bruxelles. En effet, j'y suis pour présenter lors d'une conférence de presse le paquet sur les élections européennes à venir, la régulation sur le contenu terroriste en ligne et la régulation sur la mise en place du centre de compétences sur la cybersécurité et son réseau. Des sujets sur lesquels la Commission européenne et mon équipe, nous avons travaillé pendant des mois. Ces paquets font partie des objectifs que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a détaillés hier dans son discours sur l'état de l'Union. Mais bien qu'impossible d'être avec vous physiquement, je tenais à vous dire que je me réjouissais de participer à cette table ronde et de pouvoir vous envoyer ce message personnellement. Comme vous le savez, l'Europe numérique au féminin est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que oui, l'Europe numérique et surtout le marché unique numérique, c'est un projet qui veut assurer la compétitivité et la croissance de notre économie dans un environnement qui change rapidement, tout en respectant et défendant nos valeurs européennes. L'égalité entre les hommes et les femmes est l'une de ces valeurs. Pourtant, force est de constater que les chiffres sur la participation et la représentation des femmes dans le secteur du numérique sont alarmants. C'est une injustice sociale, oui, mais aussi cette inégalité croissante provoque un ralentissement économique préjudiciable à la compétitivité de l'Europe. Dès lors, la question est: que peut faire le politique? Avant de partager avec vous notre réponse, permettez-moi de partir de quelques constats. Le fossé entre les hommes et les femmes dans le domaine des TIC a augmenté depuis 2011. Aujourd'hui, il y a 4 fois plus d'hommes avec des études liées aux technologies de l'information et de la communication que les femmes en Europe. La part des hommes travaillant dans le secteur des TIC est supérieure de 313% à celle des femmes. Les femmes ne représentent que 21,5% de tous les travailleurs occupant des emplois numériques. Aujourd'hui, nous savons que les études liées au TIC augmentent la probabilité d'emploi. Ainsi, les femmes ne profitent pas de ces opportunités créées par les TIC et le secteur numérique sur le marché du travail. De plus, il est important de savoir qu'il existe un phénomène de drop-out non négligeable. Cela est particulièrement évident chez les femmes âgées de 30 à 44 ans, un âge de développement professionnel. C'est aussi la période où la plupart des Européens, femmes et hommes, ont leur premier enfant et doivent s'occuper d'eux. Ce phénomène a un coût économique énorme pour l'Union européenne et les États membres. En effet, l'étude de la Commission européenne « Femmes dans l'ère numérique » a estimé que la perte de productivité annuelle pour l'économie européenne est de 16 milliards d'euros. Telle est la situation des femmes dans les emplois numériques en Europe maintenant. Mais qu'en est-il de l'avenir?
Nos filles vont-elles profiter de la vague numérique? Pourront-elles occuper des emplois numériques de demain? Eh bien, j'ai peur que si nous ne faisons pas quelque chose, ici et maintenant, la perte de potentiel risque d'augmenter. Parce que, pour chaque millier de diplômés de l'enseignement supérieur dans l'Union européenne, seules 24 femmes sont diplômées dans les domaines liés au TIC. Sur ces 24 femmes, seules 6 finissent par travailler dans des emplois numériques. Seulement 13% des diplômés dans les matières sciences, technologies, informatique et mathématiques sont des femmes. Pourtant, c'est maintenant que les entreprises européennes ont le plus besoin de personnes ayant des compétences numériques avancées. Il y a plus de 350 000 postes vacants pour les spécialistes des TIC en Europe. De plus, nous savons que dans un avenir très proche, 90% des emplois nécessiteront des compétences numériques. De plus, la situation de l'entrepreneuriat féminin dans le numérique n'est pas meilleure. Notre étude montre que seulement 23,4% des entrepreneurs du secteur des TIC en Europe sont des femmes. Donc, comme vous le voyez, la situation est urgente et nous devons agir rapidement et concrètement. C'est pourquoi, au niveau européen, j'ai lancé la stratégie Femmes dans le numérique, axée sur 3 objectifs. D'abord, combattre les stéréotypes et donner de la visibilité des femmes pionnières. 2, stimuler l'éducation numérique et inciter plus de jeunes femmes à choisir l'orientation STEM. 3, faciliter l'entrepreneuriat digital et l'innovation, impossible sans diversité. Au mois de juin dernier, lors de la conférence européenne Digital for Her, nous avons réuni les différents acteurs du numérique pour nous faire des recommandations pragmatiques et transformer cette stratégie en un plan d'action. Ainsi, ces 3 objectifs se sont traduits par des actions concrètes. Permettez-moi de vous en donner quelques exemples. D'abord, afin de combattre les stéréotypes et promouvoir une image positive pour les filles et les femmes par rapport au métier du numérique, nous avons adopté une approche « Si je peux le voir, je peux l'être ». Ainsi, j'ai lancé la campagne « No Women, No Panel », avec laquelle je m'engage à ne pas participer dans les panels et conférences où les femmes expertes ne seraient pas représentées de manière égale et où je serais la seule femme à parler. De plus, j'ai aussi demandé à la plateforme européenne des autorités de régulation de l'audiovisuel, ERPA, de réaliser un rapport sur les meilleures pratiques en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et de combat contre les stéréotypes sexistes. C'est la première fois que nous pourrons compter sur des données de ce genre. Je présenterai ce rapport le 18 septembre prochain. Concernant le deuxième objectif, nous avons décidé d'interpeller les décideurs et ainsi, pour le Girls in ICT Day, j'ai envoyé une lettre conjointement avec les députés européens à tous les ministres nationaux en charge de la transformation numérique de nos sociétés. Dans cette lettre, je les invite à adopter rapidement des actions pour changer la tendance, pour que plus de filles et de femmes poursuivent des études et des carrières techniques et numériques. De plus, parce que les mots ne suffisent pas, nous avons annoncé que tous les États membres seraient évalués lors du prochain DECI par des indicateurs spécifiques de genre. Ces indicateurs seront présentés aux ministres lors d'une réunion de travail organisée conjointement avec la présidence autrichienne du Conseil le 27 septembre prochain. Enfin, pour faire face au manque de rôle modèle, la faiblesse des réseaux d'affaires, les stéréotypes, les préjugés et le faible soutien financier qui s'érigent comme des barrières réelles pour les femmes entrepreneurs, nous proposons 2 initiatives. Le réseau européen des femmes dans le secteur numérique, destiné à créer un écosystème collaboratif à l'échelle européenne, et la déclaration d'engagement pour plus d'égalité et inclusion dans les entreprises. Cette déclaration veut principalement encourager les hauts niveaux du management des entreprises, les PDG, à adopter des politiques pour soutenir leurs employés par le biais de programmes de mentoring, des formations aux compétences numériques et bien sûr des politiques pour un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Pour le moment, nous comptons déjà avec la signature de 22 PDG européens. Mesdames et messieurs, ceci est un début. Nous aurons besoin de beaucoup plus de politiques volontaristes
de la part de tous les acteurs du numérique. Gouvernement, entreprises, professeurs, chercheurs, parents, tous. Nous devons travailler pour un changement des mentalités profondes. Construisons ensemble un avenir numérique à notre image, des hommes, des femmes, des citoyens de l'Europe. Je vous remercie et vous souhaite une excellente discussion. Merci. Merci pour elle. On aurait bien aimé la voir ici, parce qu'on a évidemment voulu lui poser beaucoup de questions. Promis, on va lui transmettre un certain nombre de questionnements qui ressortiront sans doute de cette conversation. Et peut-être qu'on aura même intérêt à l'inviter à Metz un de ces jours, parce qu'elle a un peu plus de choses à dire que ces 8 minutes. C'était peut-être un peu long, ça fait un peu discours. Voilà, on s'adapte à la situation. C'était quand même intéressant d'avoir ce cadrage. Je vous ai promis évidemment de vous présenter nos invités qui sont là, ici à Metz. Madame Monique May, bonjour. Vous avez pris le TGV. Mais commencez pas à vouloir prendre le pouvoir sur cette table ronde. Je suis en minorité et je resterai en minorité. Je vous présente. Alors, je sais pas. Voilà, vous êtes la directrice communication. Oui, ça fonctionne. Alors, je suis extrêmement mal assise. Je ne sais pas quel est le designer qui a choisi ou la personne qui a choisi ce siège. Quand on est en robe et qu'on a la position comme ça, c'est extrêmement désagréable. Juste pour me présenter, je ne suis pas seulement directrice communication. Oui, ça va très heureusement, bien. Je vais juste préciser parce que j'ai en charge la relation client à distance pour les personnes handicapées et seniors au sein d'Orange. Nous avons un plateau à Metz. 0811 22 33 pour ceux qui ont des proches, n'hésitez pas. Également une activité de normalisation et d'affaires publiques. Pourquoi je cite normalisation? Parce que je rentre justement en tant que chef de délégation française du Japon où nous avons eu un workshop international sur les interfaces utilisateurs. Et ma foi, je pourrais témoigner de ce que j'ai pu constater en 10 ans sur cette activité de normalisation. Et dernier point, affaires publiques. Nous avons, dans le domaine du numérique, un certain nombre d'obligations qui arrivent, notamment le 7 octobre 2018, sur la relation client et sur un centre relais de télécommunications interpersonnelles. Et très clairement, c'est du digital. C'est aussi inclure des personnes handicapées, sourdes, malentendantes, aphasiques, sourdes aveugles, dès le 8 octobre dans la relation à distance et la communication par le digital. Merci. Voilà mes activités au quotidien. Merci, mais vous êtes aussi là, et c'est ce que vous m'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, que vous souhaitez surtout mettre en avant votre fonction au sein du réseau WHAT, donc Women Hackers Action Tank, qui est une association qui regroupe des hommes et des femmes, et vous nous direz un petit peu ce que vous y faites. Vous êtes également cofondatrice de l'association Femmes Mobiles. Beaucoup d'engagements dont on va parler dans un instant. Je vais aussi accueillir à vos côtés Lou Monique, qui est coordinatrice du cluster software pour le compte de la région de Bruxelles. Donc on a quand même quelqu'un qui vient de Bruxelles, finalement. Bienvenue à vous, chère madame. Je souligne que vous avez été lauréate en 2015 du Hackathon for Women Innovation. Vous nous raconterez cette expérience, je l'espère. Et last but not least, comme on dit, vous la connaissez pour beaucoup, évidemment, Amandine Lavaux-Zimmerlet. On ne va pas faire semblant, on se connaît très bien. Amandine est ici au titre de 2 fonctions. Bien sûr, la vice-présidente de Grand Est Numérique, organisateur de cette belle manifestation, mais vous êtes aussi une femme dirigeante, dirigée Style PC, une entreprise qui a changé de nom il n'y a pas longtemps, basée en Moselle, tout près d'ici, dans le numérique, dans l'informatique, dans le pur et dur. Vous êtes accessoirement aussi présidente de Feminatech, un réseau de femmes. Voilà, donc on va parler de tout ça. J'aimerais déjà entendre peut-être, Madame May, une première réaction à ce que vous avez entendu de la commissaire européenne. Moi, j'aime beaucoup les institutionnels parce que je travaille avec eux et notamment dans des négociations quelquefois un peu rudes parce qu'effectivement, quand les institutionnels n'ont pas de moyens financiers, ils ont tendance à transférer les obligations vers les entreprises, vers le secteur qui peut financer. J'ai noté 2 points dans son intervention. Un côté très optimiste, auquel je souscris, une volonté de faire un état des lieux dans 1 an. Moi, j'aurais aimé dans 3 mois, mais enfin, bon. Et puis, deuxième point, bien cette personne, Madame Maria Gabriel, a évoqué les filles. Bon, déjà, c'est un mot qui me... Bon, nos filles, bon,
et jeunes femmes, j'aurais tendance à dire. Deuxième point, l'avenir se fait avec une société en Europe, une société vieillissante. Donc on ne peut pas dire que les jeunes de 18 ans. Il faut aussi aborder le problème de la mobilité professionnelle, de l'acquisition de nouvelles connaissances, de changement de parcours. Et pour moi, il y a un point fondamental dans l'activité que j'occupe au sein d'une direction accessibilité groupe chez Orange, qui a pour objectif, encore une fois, de répondre aux besoins d'accès à la communication pour les personnes handicapées et seniors. Nulle part dans cette intervention, j'ai entendu parler de diversité au sens embarquer les personnes handicapées dans le digital, embarquer des seniors. Voilà ma remarque. Je pense qu'elle a été quand même briefée un petit peu pour centrer le débat sur le thème d'aujourd'hui. Aussi, je pense qu'on ne peut pas lui faire cet jour-là. Vous me demandez une lecture, oui, une analyse, voilà mon ressenti. Tout à fait, évidemment. Est-ce que, gardez le micro si vous voulez bien, mais avec votre voisine, vous pourrez le faire aussi. Présentez-nous assez rapidement ce qu'est What. What it is. What est un collectif composé d'hommes et de femmes. Et ça, je le précise parce que tout à l'heure, vous m'avez un peu taquiné en disant oh, c'est encore une histoire de femmes, c'est entre vous. Non, non, c'est hommes et femmes ayant une capacité à imaginer ou construire un concept neuf, des prototypes, des découvertes et des créations de start-up également. En fait, l'objectif étant primordialement de faire bouger les lignes, changer la place de la femme dans la société, et notamment la société digitale. En fait, bref, c'est faire de l'impossible quelque chose qui devienne l'existant. C'est-à-dire que ce soit des jeunes femmes, que ce soit des femmes en milieu de carrière ou en fin de carrière, des femmes qui souhaitent reprendre une activité professionnelle, des femmes qui souhaitent lancer une start-up, et bien que ces femmes-là puissent réussir. On est d'accord, ça dépasse le thème du numérique. C'est une action. Je vais compléter peut-être. Si vous voulez bien. Moi, j'ai eu la chance d'être lauréate du premier hackathon que ce collectif avait organisé. Je suis arrivée par là un peu par hasard, même si à la base je suis ingénieure système d'info. Donc le collectif What, auquel j'adhère totalement depuis 2015, et donc a été créé en 2015, effectivement dans cette volonté d'ouvrir les choses, de briser les tabous aussi, puisqu'à l'époque, il faut savoir qu'en 2015, c'est à la fois très proche et très loin. Les réseaux Women in Tech en Europe ont complètement fleuri. L'année dernière, j'ai participé à la création de Women in Tech Brussels avec mon organisation. On est aussi force de lobby au niveau des politiques. On vient réveiller aussi certaines choses. Quand Monique parle de diversité, alors la plus grande diversité, enfin la plus grande inégalité effectivement dans ce secteur-là, c'est l'inégalité homme-femme. Nous, on pense que combattre cette inégalité, c'est aussi combattre toutes les inégalités. C'est-à-dire que le plafond de verre qui existe pour vous, hommes et femmes qui sont dans cette pièce, pour moi, bien sûr, puisque je l'ai vécu au quotidien, est aussi valable pour toutes les personnes qui sont issues de la diversité. Alors la diversité reste une majorité, rassurez-vous. Et donc nous, on est là justement pour faire ensemble, pour mener des projets ensemble et avoir aujourd'hui un rayonnement au niveau européen. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit par rapport aux chiffres et à la mise en place enfin d'indicateurs fiables au niveau de l'Europe. Alors, parce que c'était une des start-upeuses qui avait dit ça, aujourd'hui, dans notre monde digital, si on ne compte pas, on ne compte pas. Donc, enfin, les femmes dans le numérique commencent à compter. Et nous, depuis 2015, on compte, et il y en a de plus en plus, et on est super contents. Votre réseau What, il est international, il est français. Alors, le réseau What, pour illustrer le propos, donc création sur Paris, avec entre autres un certain nombre d'entreprises autour du réseau What. Je vais citer par exemple le village Baïséa, Orange, les équipes d'Epitex, des écoles centrales, Supélec, la gendarmerie nationale et bien d'autres organismes. Et à partir de ça, en fait, ce que je voudrais souligner en complément de ce que tu viens de mentionner,
C'est le réseau Watt est en fait plus un état d'esprit, on est flexible, agile, et l'objectif aussi c'est de montrer qu'à partir de nouvelles méthodes de créativité et de fonctionnement lors de hackathons par exemple, on arrive à dépasser et à changer les lignes. Donc ce réseau actuellement a une implantation au Maroc, nous avons Nice et bien entendu vous êtes le bienvenu pour créer Watt sur justement, j'allais demander, est-ce que les garçons sont bienvenus dans ce réseau? Oui, tout à fait, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit les garçons, pas les comme hommes. les hommes. D'accord. Les filles, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de disparité, y compris bien. les autres, entre guillemets. Très, très bien. Diversité que dans le totale. Grand Est, vous avez une représentation aujourd'hui? On souhaiterait. Donc, vous êtes potentiellement ça y est, j'ai trouvé un des acteurs de Watt et peut-être l'animateur. Enfin, bon, en général, comme on travaille plutôt en animation partagée, il n'y a pas une grosse tête qui pilote. Il y a surtout des contributions des unes et des autres. Alors, je vous rassure, je ne suis pas une grosse tête. Et comme je suis Gémeaux, je peux jouer sur 2 tableaux. Merci. Alors, Amandine, non, on va avancer si vous voulez bien. Amandine, au-delà de nous présenter votre société, votre vie de tous les jours, elle est centrée pas sur l'entreprise forcément tous les matins, parce que tous les matins, il y a 4 enfants à gérer. Et vous, enfin, je vous ai souvent entendu dans des débats, dans des réunions, où vous dites, moi, je ne veux pas laisser un monde dans lequel l'image de la femme est autant dégradée dans les métiers dits techniques. C'est ça votre combat ? C'est ça mon combat au quotidien. Pourquoi j'ai créé l'entreprise? Parce que j'avais envie d'entreprendre. J'ai pas créé l'entreprise juste parce que j'avais envie de dire une femme peut le faire, mais parce que c'était une vraie envie. Il faut y aller quand on a envie. Mais derrière, c'est donner une image aussi que la femme peut le faire et que mes enfants, qu'ils soient hommes ou femmes, se disent que une femme peut tout à fait être à la tête d'une entreprise dans le monde du numérique en général ou dans un domaine technique et que ça leur pose aucun souci. Moi, c'est réussir à être, comme ils disent, ces pionniers, ces rôles modèles et déclencher quelque chose à nos futures générations, parce que c'est eux qui vont prendre le relais, pour qu'ils puissent un jour se dire on peut le faire et qui ne se pose aucune question sur j'ai une barrière, je peux pas. Ce fameux plafond de verre, pour moi, c'est quelque chose qu'on nous met au-dessus de la tête et qu'il faut juste se dire il n'existe pas. Alors, il est là, mais il faut juste se dire qu'il n'existe pas pour le passer et passer outre tout ça. Alors, quels sont ces préjugés, justement, sur lesquels vous avez sans doute fait des constats, voire des études dans Féminatech, dans Grand Est Numérique ou dans plein d'autres réseaux dans lesquels vous œuvrez? Et on vous connaît bien comme étant quelqu'un qui cherche à agir très concrètement, sans polémiquer, sans caricaturer les choses, mais en disant les choses telles qu'elles sont. Là où on a un gros souci, c'est qu'en 30 ans, c'est-à-dire entre les années 80 et aujourd'hui, on a une baisse de fréquentation dans les écoles techniques et numériques plus particulièrement, du nombre de jeunes filles et de jeunes femmes. Donc, ce qui fait qu'on est passé d'une trentaine de pourcents, 40%, à aujourd'hui, au maximum dans les DUT Info, on est à 8, et dans les écoles d'Inge, on est à 3. Voilà. Ah non, c'est dramatique. On a vraiment une chute, elles sont perdues. Elles ne sont pas perdues pour tout le monde, elles sont allées sur d'autres filières, elles sont allées sur d'autres postes parce qu'elles ont eu alors, soit une image dégradée du métier, en se disant le technique, alors moi j'ai tout entendu, hein, c'est sale, c'est pas joli, c'est pas funky, tu ne pourras pas être en jupe, c'est triste, tu vas être qu'avec des hommes, ça va être compliqué. Et aussi au niveau sociétal, c'est-à-dire que aussi bien la société en général que leurs parents, ou les professeurs, enfin l'école en général, leur environnement quotidien, de confiance, voilà, va leur dire c'est pas un lieu pour toi. Il va leur tout simplement parce que, alors soit ils ont peur d'envoyer leur fille dans ce type d'école parce qu'ils vont dire t'es 3 pour 100 et puis voilà c'est pas génial, soit parce qu'ils n'imaginent pas leur enfant s'épanouir dans des domaines techniques ou numériques parce que pour eux c'est pas gratifiant ou c'est pas là où ils les imaginaient. Et donc, du fait qu'ils n'arrivent pas à pousser, ou ils ferment les portes en réalité à ces jeunes filles, là où elles pourraient très bien aller, où elles ont envie d'aller, et elles se retrouvent dans des filières où elles ne s'épanouissent pas forcément. Il y en a qui s'épanouissent, c'est super, mais celles où elles ne s'épanouissent pas. Et on les voit au bout de 10 ans, 15 ans, revenir en disant « mais moi, c'est ça que je voulais faire ». Et elles refont une formation, sauf qu'on les a perdues pendant 10 ou 15 ans. Alors on se pose quand même une question, parce qu'on comprend ce que vous dites. D'ailleurs, ce sont des choses qu'on entend assez régulièrement, il faut bien le reconnaître. Sans dire qu'on enfonce des portes ouvertes, hein, parce que le sujet est quand même assez grave quelque part, avec le déploiement du numérique, avec l'accès à l'information que nous avons tous aujourd'hui, avec des parents qui sont quand même ouverts et qui laissent leurs enfants découvrir des choses via Internet, via énormément de situations de réseautage et autres. Comment est-ce qu'on en reste à ce stade quand même? On est en 2018, les choses devraient quand même pouvoir évoluer, j'allais presque dire naturellement, parce que l'information
est décryptée. Alors, on va chercher l'information qu'on a envie de connaître, tout simplement. C'est-à-dire que si on vous dit tout le temps... je vous donne un exemple concret. S'il vous plaît. Moi, je voulais faire de la mécanique et de l'informatique. Quand j'ai eu mon bac S, on m'a gentiment expliqué que la prépa, c'était génial, c'était la voie royale, et qu'une école d'ingé ou une école de commerce, ça serait bien. Parce que les filles, c'est bien là-dedans, et que la méca, c'était pas fait pour les filles. Donc, on m'a mis dans ma zone de confort. Donc, on m'a fait visiter les prépas, on m'a inscrit en prépa, on m'a envoyé vers les écoles d'ingé, les concours, etc. Là où c'est pas que j'y arrivais pas, c'est que c'était pas ce que je voulais faire. Donc, si vous voulez, j'ai pas été chercher d'autres infos. Puis à un moment donné, j'ai dit stop, c'est pas ça que je veux faire. Et donc, je me suis retrouvée au pied du mur et il me restait la fac. Donc, je suis allée en fac en méca et après en informatique, j'ai quand même trouvé ma voie. Mais voilà, si j'avais anticipé et plus tôt j'avais dit j'ai envie d'aller en méca ou j'ai envie d'aller en info, je serais allée chercher l'information plus tôt et j'aurais trouvé le bon cursus plus tôt. Voilà. Si vous restez, les jeunes restent dans leur zone de confort. C'est pas un tort, hein, c'est juste qu'aujourd'hui, quand ils veulent une information sur l'orientation, sur le métier de demain, ils font quoi? Ils vont voir leur conseiller d'orientation, ils vont discuter avec leurs parents, ils vont discuter avec leurs copains, ils vont discuter, avec leur environnement proche. Et donc, une fois qu'ils ont cette info-là, ils vont continuer sur cette information-là. Et celles qu'on retrouve, les 3% ou les 8%, c'est celles qui ont été un peu plus loin, et qui ont été poussées, qui ont été cherchées, volontaires, et qui avaient vraiment un projet, et que c'était ça qu'ils voulaient faire, et ils sont allés chercher l'information. Madame May, vous êtes d'accord avec cette analyse, je suppose? Vous avez peut-être aussi une... Oui, je voulais rajouter, tout à l'heure, j'ai évoqué la normalisation sur les interfaces utilisateurs. Très clairement, en 10 ans, j'ai vu une évolution significative. Beaucoup de jeunes femmes en Corée, Japon, Chine participaient au workshop. Des jeunes femmes du domaine dont on vient de parler, du numérique, mais aussi d'autres domaines. Mais ce que je veux dire, ce qui est fondamental, et la différence que je vois actuellement, c'est l'aspect culturel et l'aspect initiative au niveau du gouvernement pour pousser, effectivement, ou même des initiatives comme le collectif Watt, et 2, les médias. Je pense qu'en France, beaucoup plus qu'ailleurs en Europe, nous souffrons justement d'un cloisonnement et d'une sorte d'immobilisme. En 10 ans, je vois le Japon, la Corée et la Chine promouvoir des femmes dans des instances de normalisation qui vont influencer les textes et qui serviront de référentiel aux entreprises. Ça veut dire que si les Asiatiques font passer une norme et qu'ensuite, même si c'est du volontariat, on se retrouve à avoir des productions, des systèmes de production calés sur ces normes, on est perdant. Et là, la place de la femme dans ces instances est fondamentale. Et je dirais même que dans un REFU, là, on a commencé sur le Maroc par cause de proximité, mais je ne désespère pas qu'on puisse créer un Watt en Corée, au Japon, en Chine, et qu'effectivement, ce réseau un peu qui repose sur une idée simple, c'est d'agir, d'avoir une créativité, d'avoir les intelligences collectives autour et de faire promouvoir les femmes dans les entreprises et dans la production de nouveaux produits. Parce que demain, il est certain que, vu les évolutions des compétences, enfin des connaissances, nous aurons beaucoup de femmes, même par exemple dans la relation client, qui risquent, faute d'avoir fait de l'apprentissage ou repris des études, se retrouver sur un marché de l'emploi au chômage, tout bêtement. Point de blocage, c'est la mentalité. Oui, en fait, moi j'ai fait un projet qui s'appelle 365 réponses, qui a été extrêmement médiatisé bien avant les hashtags MeToo, etc. C'était avec ce projet-là que j'avais gagné le hackathon, sur les remarques sexistes au travail. Donc quand on est une femme ingénieure en système d'info, c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on vient signifier « tu es dans la transgression, ta place n'est pas ici. Tu n'es pas à ta place, va ailleurs ». C'est-à-dire que nous sommes persona non grata. Bizarrement, quand on leur explique que c'est nous qui avons à signer les bons de commande, qui ne vont pas être payés, ou alors que c'est juste par mail, ils ne voient pas notre tête, là, ça change un peu, quoi. Ils n'ont plus peur. Donc, il y a vraiment, en fait, tout ce quotidien-là, et moi, je comprends pourquoi... On peut définir le « il ».
Ils n'ont plus peur, c'est vraiment la masse. C'est pas des personnes en individu. Enfin, bien sûr, il y a des individus, mais c'est vraiment des comportements collectifs, puisque s'il y en a un qui a peur, les gens vont mimer. En fait, c'est l'effet mouton, voilà. Mais non, moi, je suis pas comme elle. Alors, bien sûr, c'est pas non plus tout le monde. Il y a beaucoup de gens, si j'ai réussi à ce niveau-là, parce qu'il y a des gens qui m'ont soutenu, il y a des hommes qui m'ont soutenu. Bien sûr qu'il y a des gens très bienveillants, et il y a aussi tout le collectif Watt qui a été extrêmement bienveillant. Et moi, c'était un moment où je voulais sortir de ce métier-là, et elles m'ont dit non, tu vas pas sortir de ce milieu-là, tu vas y rester. C'est quand même ce qui vous a fait changer de boulot. Pas de métier, mais de boulot. Puisque vous étiez à Paris, vous êtes allé à Bruxelles, vous avez fait autre chose. Est-ce que c'est un peu lié aussi, ce changement-là, ou c'est... Non, ça c'est l'évolution de la vie, et je pense qu'il faut évoluer. Et aujourd'hui, je vais reprendre plus de techniques. Mais effectivement, il faut oser. Et donc nous, on est là, moi, au quotidien. Je donne confiance à des femmes, je donne la parole aux femmes. J'ai trouvé ça très bien quand la commissaire européenne a dit « Je ne participe pas à des panels qui ne sont pas mixtes. Je ne participe pas à des panels qui ne sont pas mixtes. Moi, je ne participe pas et je ne soutiens pas à fond des entreprises qui ne sont pas dans cette démarche-là. » C'est pas un peu extrême quand même? Non, j'ai l'impression qu'on passe d'un balancier qui est là, qui va directement là. On peut trouver des... Non, parce qu'en fait, on trouve des solutions très simples. On peut avoir des plateaux et des panels qui peuvent être que féminins ou que masculins et qui sont tout à fait légitimes. Je ne vous attaque pas. Je vais juste souligner un point. En France, on n'a jamais, depuis la création du Sénat, eu une femme au perchoir. À l'Assemblée nationale, au Sénat. On a eu une ministre... Il faut changer d'élu, madame. Non, simplement, je voulais préciser que la place des femmes doit évoluer, et tant dans le domaine du numérique que dans la société civile. Et effectivement, vous l'avez souligné à juste titre, quand le collectif Watt, c'est pas limité au digital. Parce que moi, quand je vais au travail, j'ai une activité, mais quand je ressors, c'est toujours la même personne. Et je porte justement le poids de la culture, et j'ose espérer qu'en devenir, nous allons faire évoluer les choses. Parce que de toute façon, c'est un problème sociétal dans le sens où sinon on n'aurait pas eu cette déperdition de filles dans les écoles. Donc la problématique qu'on retrouve, dont vous parlez, et moi on m'a déjà dit que je faisais le quota, qu'il ne fallait pas que je parte, enfin j'ai eu le droit à tout, tous les stéréotypes et tout ce qui est possible et imaginable sur les 10 dernières années. Mais on voit vraiment qu'il y a une problématique là-dessus, et on n'aurait pas ce problème dans les écoles si dans la société on n'avait pas le problème. C'est un vrai reflet. C'est un reflet surtout dans notre pays. Vous allez dans d'autres pays européens, quand elles donnent les moyennes, pourquoi il y a des moyennes qui sont beaucoup plus hautes dans ce qu'elles donnent par rapport à nous en France? C'est parce qu'il y a des pays du Nord qui font remonter la moyenne. Parce qu'il y a dans des pays comme la Roumanie, même elle est bulgare, voilà. Ils n'ont pas la même éducation que nous. Voilà. Donc ces pays-là, une bonne partie des pays, enfin Est, Nord, etc., font remonter la moyenne européenne qu'elles donnent, alors que si vous prenez la moyenne française, elle est très basse. On est mauvais là-dessus. Nous sommes arriérés sur le sujet. Alors, je vais peut-être provoquer un peu, quoique c'est pas sûr. J'ai l'impression quand même, dans notre environnement, en tout cas professionnel, que les hommes sont d'accord avec ces analyses aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on passe de « les hommes sont d'accord aussi » à ce passage sur lequel vous êtes quasi militante autour de cette table? Alors, il faut vraiment... ils sont convaincus sur le papier. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils laissent leur place. C'est là où est le gros souci. Si vous prenez on dit qu'il faut plus de femmes dans des postes d'encadrement. Super. Sauf qu'à ce moment-là, on va faire quoi? On va dire, alors, il y a 10 postes, on va faire 5. Donc, les 5 là, je suis désolée, t'es plus cadre, on va mettre 5 dames. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut, au fur et à mesure de renouvellement, de mandats, de choses comme ça... Autrement dit, ça prend du temps. Ça prend du temps. On ne peut pas le faire un matin comme ça en disant... Enfin, on ne peut pas virer la moitié des gens en disant, maintenant, on fait 50-50. C'est pas possible. Donc, ça prend du temps. Donc, même s'ils sont convaincus sur le papier, il faut du temps pour la mise en place. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut du temps pour qu'ils laissent leur place aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, qui imaginent que leur prochaine promotion, c'est celle-là qu'ils vont avoir. Et on ne peut pas leur dire... Parce que là, il faut mettre une histoire de compétences. Et donc, à compétences égales, si on privilégie une femme, il va dire « Ah ben c'est une histoire de quota et puis votre histoire de femme tout le temps ». C'est pas possible non plus, parce qu'après, elle n'aura pas la crédibilité qu'elle a besoin et on va avoir une vraie problématique derrière. Donc, il faut du temps, malheureusement. Parce qu'on citait le perchoir,
c'est d'actualité, on peut en parler. Il faut quand même juste dire que 40% de nos députés en France sont des femmes. Ce chiffre a quand même fortement évolué. Pas assez sans doute, d'accord, pas assez rapidement, d'accord, mais il y a quand même une réelle évolution et je pense que tout le monde est d'accord par le fait que le travail est bien fait. Je suis optimiste, justement. Je trouve que l'initiative récente de créer un fichier de 10 000 femmes du numérique, un fichier d'expertes, etc., me semble aller dans le bon sens, tout simplement parce qu'effectivement, quand il y a une prise de parole, ne serait-ce sur un sujet que traite au quotidien une collaboratrice et qui gère le dossier, on s'aperçoit que dans la prise de parole, finalement, c'est le manager qui ne traite pas le sujet, qui va prendre la parole. Donc moi, je trouve que c'est une très belle initiative et ça me fait un plaisir fantastique. Alors, je vais compléter par rapport à ça au niveau européen. Il y a une grande prise de conscience qui est très récente. En fait, l'humain, parfois, devient pragmatique. C'est ce qu'elle a mentionné. C'est-à-dire qu'il y a une grande perte économique. Alors, le côté social, les femmes, égalité, etc., bon, ok, on est tous d'accord. Sur l'avenir économique de nos pays, de nos territoires, on ne peut pas discuter. C'est important, on est tous là ici pour ça. Donc là, il y a quand même une grosse prise de conscience par rapport à ça. J'ai fort espoir aussi dans les directives européennes et aussi dans l'argent qui est alloué au projet. Il va sûrement y avoir, je ne peux pas m'engager, des mesures incitatoires pour que l'argent européen, il y a énormément d'argent européen qui va être alloué pour le numérique dans les prochaines années, énormément, ne sera débloqué que s'il y a ce gender equity qui est mis en avant et la volonté de diversité des choses. Donc c'est très simple, en fait, si on agit au niveau du porte-monnaie, je pense qu'on est bon. Alors au-delà du porte-monnaie, quels sont finalement les potentiels que vous voyez, sans donner de chiffres ou de dates, parce que personne ne peut voir l'avenir de manière très précise, à moins que vous ayez une boule de cristal. Moi, je ne l'ai pas. Mais sur quel potentiel aujourd'hui on pourrait inciter, à travers des messages, des argumentaires, notamment auprès des jeunes femmes, leur capacité à s'insérer dans le monde professionnel pour prendre des postes de haut niveau, notamment dans le numérique? Est-ce qu'il y a des tendances que vous pourriez nous présenter rapidement? Vous prenez, elle a parlé de 350 000 postes en Europe, moi c'est 35 000 en France aujourd'hui. On sait qu'il y a 35 000 postes qui sont chaque année pourvus dans ces domaines du numérique en France. Donc, on peut citer quelques fonctions pour être peut-être plus... Alors aujourd'hui on cherche énormément de développeurs, ça c'est les fonctions premières qu'on cite énormément et on sait qu'on est en demande perpétuelle. Après tout ce qui est infrastructure réseau, parce que il faut aussi déployer derrière, ça c'est forcément, et tout ce qui touche à la communication et au marketing digital. Donc, tout à fait, pour la relation client, voilà, c'est indispensable. Tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, les neurosciences, etc. Moi, je voulais apporter cybersécurité. Je voudrais quand même souligner un point parce que je vois le temps passer et je ne veux pas rater ça. Pour moi, effectivement, on ne doit pas raisonner à un instant T, on doit raisonner en perspective. Ça veut dire qu'a priori, ce que l'on doit faire dans une société actuellement, c'est de se dire on a des ressources vives potentielles à utiliser, à former dans une logique de trajectoire métier. On a aussi besoin de raisonner en long terme quand on est dans une entreprise, qu'elle soit grande ou pas, dans une logique de développement durable, avec deux axes essentiels, éthique et gouvernance. Et pour moi, la place des femmes, elle passe justement par un respect de tout ce qui touche à la relation accessibilité, éthique, gouvernance et création de valeur pour les entreprises. Parce que ça ne sert à rien de faire des beaux discours si on retrouve les gens au marché sans emploi, les femmes sans emploi. Ça veut dire qu'il faudra apporter du détournement de la richesse publique pour les financer ou au moins maintenir un minimum vital, ce qui est absolument non éthique pour ma part. Donc il faut éduquer, sensibiliser, en fait, faire jouer les médias aussi et la culture générale. Alors, juste, je vais peut-être compléter, c'était aussi le rôle de Watt et c'est sûrement aussi le rôle de votre réseau Féminatech. Alors, nous, Féminatech, on travaille pour sensibiliser les plus jeunes, c'est-à-dire qu'on est sur la période justement de choix d'orientation, 4e, 3e et après lycée, et la réorientation professionnelle,
pour les inciter à aller vers ces domaines, leur ouvrir les possibilités, leur montrer que le numérique aujourd'hui, vous pouvez commencer sur un métier, vous avez une base commune qui vous permet d'aller vers d'autres métiers, voilà, qu'aujourd'hui on connaît un certain nombre de métiers du numérique, mais on ne connaît pas, enfin on connaît pas en gros 60% des métiers à venir du numérique, parce que chaque année des nouveaux vont se créer, et que ça veut dire que c'est une perpétuelle évolution, et ils auront toujours de l'emploi dans ce domaine-là. Donc alors, on est vraiment sur cette base-là où on incite les jeunes à aller vers ces métiers-là. Il n'y a aucun frein à ce que les femmes fassent de l'informatique, aucune contre-indication. En fait, il y a aussi tout un travail qui est fait par rapport au rôle modèle. Donc je pense que vous en faites partie. Moi aussi maintenant que j'ai passé l'âge de la trentaine. Au quotidien, moi, quand je rencontre des jeunes femmes qui hésitent aussi sur leur orientation, alors il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler dans le numérique, mais il y a une diversité de métiers qui est très forte. Et puis d'autre part, dès que j'organise des événements ou que j'organise des rencontres, etc., je fais des tickets Women in Tech. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'hommes qui s'inscrivent. Oui, ça, j'allais vous demander. Voilà, et en fait, c'est de dire votre place est ici. Vous avez le droit d'entrer, vous êtes les bienvenus. Et après, moi, je vois j'ai travaillé avec des jeunes femmes et des jeunes hommes qui étaient très éloignés du numérique, faire des petits robots, se prendre au jeu, etc. Et c'est franchir ensemble des barrières. C'est aussi le but du collectif Watt, c'est franchir ensemble des barrières. Jamais 2 jours avant, ils auraient imaginé faire ça. Aujourd'hui, ils le font. Il n'y a pas de problème cognitif, hein, tout le monde peut y arriver. Et ils y prennent goût et c'est vraiment transmettre une passion. Moi, je suis passionnée par ça depuis que j'ai l'âge de 8 ans. C'est ma passion, ce sera toute ma vie. Et j'en suis très heureuse et j'espère le faire avec vous aujourd'hui. Il faut reconnaître que dans notre territoire, ici, puisqu'on est en Grand Est, on est bien doté par ce type d'initiative. Feminatech, Tech Co, beaucoup de réseaux comme ça qui se positionnent sur ce genre de démarche. Merci. On fait des hackathons pour les collégiens. Vous faites des hackathons pour les collégiens. Et pour revenir justement sur la perspective des hackathons du collectif Watt à Paris, on a un certain nombre, et je peux vous lister, hein. Le prochain a lieu le 24 septembre, Femmes et développement durable. Le suivant, c'est le 9 octobre sur hackathon sécurité. Un autre, le 19 octobre, hackathon et entreprise. Et pour le reste, on va sur votre site internet. Et vous allez sur le site internet et je vais vous quand même apporter un témoignage fun parce que j'ai trouvé quand même extraordinaire l'autre fois quand on a eu un monsieur qui a voulu participer au hackathon. C'était un chef d'entreprise et il avait rempli le questionnaire et il avait mis né en... Enfin, bon, c'était très récent. Donc, en fait, il avait masqué son âge et ce monsieur avait 72 ans. Et je trouve extraordinaire qu'une personne prenne l'envie de venir faire un hackathon, de découvrir cette méthode à 72 ans et il reste manager de son entreprise. C'est juste un petit témoignage dans ce que j'appelle le brassage des intelligences collectives. Sans doute encouragé par ses petits-enfants, voire ses petites filles, et pourquoi pas. On va devoir conclure bientôt, évidemment. C'était un début de conversation. Il y a plein de sujets à traiter encore. Mesdames, vous restez encore avec nous hein, dans cet univers Gênes 2018. Ça va de soi. Une question quand même qui me turlupine. C'est à la jeunesse, finalement, de prendre le pouvoir. C'est elle qui va nous succéder. Est-ce que la génération dite Z, c'est pas finalement l'espoir? Parce que pour eux, il n'y a plus de différence. Tout est ouvert. Ils sont dans un monde ouvert, multiculturel, tout, entre guillemets. C'est pas ça l'espoir, finalement? Alors, oui, mais il y a toujours un... Dans les prises de conscience. Dans les prises de conscience, oui. Sans naïveté. Après, c'est intrinsèque. La femme se met moins en valeur que l'homme. Donc, elle a toujours plus peur. Mais ça change, ça, quand même, Amandine. Non, c'est intrinsèque. Voilà. Quand vous demandez si une femme a réussi, elle vous dira « mon équipe a réussi ». Voilà. Quand on vous demande une prise de parole, vous regardez aujourd'hui sur les 2 jours le nombre de femmes qu'il y a sur les tables rondes. C'est pas parce qu'on les trouve pas, c'est parce qu'elles ont peur d'y aller en général. Elles osent pas, elles disent mais qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi je serais plus compétente qu'une autre à parler? Enfin voilà, on a énormément de mal là-dessus parce que c'est intrinsèque, ça fait partie de notre personnalité de femme. C'est pas une histoire de compétence, c'est une histoire de personnalité. Il y a des hommes aussi qui ont peur, mais peut-être qu'ils franchissent plus la barrière en se disant j'y vais. On peut être d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que la génération, elle n'a pas de différenciation. Donc si on arrive à combattre juste cette appréhension, on devrait
Donc c'est l'éducation, C'est une- la formation. La On y formation. revient. Voilà, finalement. la formation à des pitchs, la formation à du discours, la formation à de la prise de parole, la formation aussi à se dépasser, au dépassement de soi. Si on arrive à ça, il n'y a pas de raison. Adhérer à Grand Est numérique, c'est ça? Oui, que. là. Elle ne voulait pas le dire, je le dis à sa place, évidemment. Mesdames, un message pour notre public. Qu'est-ce qu'il faut retenir et comment chacun ici, chacune et chacun ici peut agir pour aller dans le sens de tout ce qu'on vient d'évoquer? Faire changer ses mentalités, faire changer les chiffres, donner accès aux femmes à tous ces métiers, à toutes ces fonctions qu'on a évoquées à l'instant. Un petit message. Et on l'enverra à Madame Gabrielle. Alors, ce qu'elle a proposé, c'est génial. Moi, je propose que, allez, les élections européennes, c'est l'année prochaine. Tout à fait. L'année prochaine, la table ronde, on l'intitule différemment. C'est cette année, dans les écoles d'Inge, allez, on passe on avait 3%, on passe à 10%. Ça sera déjà Très bien. bien. On va tous agir. Je sais qu'il y a des directeurs d'école, d'ingénieurs dans la salle. Moi, je veux juste dire, passez un tout petit peu moins de temps sur Instagram et Facebook et apprenez à coder, tous. Madame May. J'aurais tendance à dire réfléchissons, faire des beaux modèles à 1 an, etc. Mais je préfère, une fois qu'on a réfléchi, passer à l'acte, mobiliser les énergies. Alors je vais faire un clin d'œil sur Edwige, peut-être Lou, tu voudras en parler. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a des domaines hyper passionnants et qui touchent tout le monde, tout ce qui touche à la sécurité. Alors, dans des hackathons, on peut créer des prototypes, on peut lancer des startups. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, c'est bien les discours, c'est bien les études, mais agissons, passons à l'acte, en revitalisant le tissu de l'Est ou de la France avec des belles énergies multidisciplinaires. Avant que vous n'arriviez, on avait le sentiment que vous agissiez. Après vous avoir entendu, on sait maintenant que vous agissez, on a des preuves. On va tous suivre évidemment vos travaux dans les différents réseaux dans lesquels vous êtes. Merci de nous alimenter pour faire remonter des choses, parce que je ne l'ai pas dit juste comme ça. Je pense qu'il faut réellement reprendre contact avec Madame Gabrielle et la prendre au mot, parce que c'est aussi comme ça. On ne peut pas juste attendre des politiques qu'ils fassent. C'est aussi à nous de leur dire merci de nous accompagner dans telle et telle initiative. Rien que pour tout ce que vous faites, on vous applaudit, bien sûr, pour votre présence et toute votre action. Un grand bravo à ces dames. Merci à vous. Et je souhaite un bon gène à tout le monde. On se retrouve dans les couloirs, dans les ateliers, à l'espace VIP. Et un grand merci pour cette animation. Écoutez, je me suis adapté au mieux. C'était pas si facile avec une voix cassée. Et je vous prie encore de m'en excuser, mesdames et messieurs. À très vite.